peut-être que l'on peut dire un mot un peu plus précis sur les enjeux de localisation. Alors là, c'est peut-être plutôt Francis, le géographe, qui peut apporter des précisions sur les enjeux de localisation et de géographie dans la planification maritime et dans la localisation des parcs éoliens en mer. En effet. Alors, comme vous l'avez compris, l'un des objectifs des services de l'État, c'est de dessiner en quelque sorte une sorte de schéma de cohérence territoriale maritime, disons ça comme ça. C'est-à-dire en fait l'aménagement du territoire à la fois marin et maritime. Moi, quand je dis marin, c'est l'écosystème. Maritime, c'est l'exploitation qu'on en fait. Donc en fait, pour arriver à cet aménagement, alors vous avez là une petite image. C'est un petit brouillon de nos travaux de préparation pendant les 6 mois de préparation dont a parlé Florent. Voilà le genre de choses qu'on se mettait sous les yeux sur la table pour travailler, avec les questions qui en sortent. Donc on voit bien quand même qu'un schéma d'aménagement, c'est quelque chose qui prend en considération toutes les composantes en même temps. Voilà. Alors pour cela, il y a eu une espèce d'obsession cartographique dans ce débat de la part des services de l'État. Les DREAL ont réclamé des cartes. Et puis, une partie des publics a souhaité dessiner à sa façon une façon de voir la mer. Alors, on a donc mis en œuvre des exercices de cartographie, tout simplement. Alors, ces exercices, peut-être on va regarder l'image d'après. Voilà. Voilà un exemple. On a recueilli une 60aine de cartes qui ont été faites par des collectifs de participants au débat public. Alors les gens qui avaient envie de le faire, parce qu'il y a aussi beaucoup de refus de le faire. Hein. On a entendu dans le débat beaucoup de gens vous nous demandez de faire le boulot précisément du porteur de projet. Mais il y a aussi des gens qui disent mais nous on veut bien prendre le crayon, prendre le feutre, voir un petit peu toutes les cartes de données qui nous sont proposées, en particulier par le CEREMA, et puis à partir de ça, eh ben, on va dire comment nous, on verrait l'aménagement de la mer. Alors là, je vous ai mis bout à bout, on ne va pas les étudier évidemment, des exemples de ces cartes qui sont ici présentées de façon stylisée, parce qu'évidemment, les gens griffonnent des cartes, et tout le travail qu'on a eu à faire, en l'occurrence le mien, ça a été de bien comprendre leur intention, avec en particulier les commentaires qui accompagnaient ces cartes, pour styliser un certain nombre de principes d'aménagement de la mer. Et puis, dans cette affaire, on a aussi développé un autre outil, qui est un outil qui s'inspire de ce que les vieux géographes, les géographes encore plus vieux que moi, appelaient il y a quelques 30 ans, vous, les étudiantes et les étudiants, cherchez sur Google les COREM, C-H-O-R-E accent circonflexe M-E, les COREM. La corématique, c'est une façon de présenter l'espace géographique par des idéogrammes. Et on a fait travailler des groupes d'étudiants dans les universités. Je suis venu à Brest, chez Prigent, Dieudonné et Le Quédic, pour faire travailler ces étudiants sur ces fameux COREM. Donc c'est l'image d'après. Voilà une synthétisation de ces COREM. Alors, on ne va pas étudier ça ce matin, bien entendu, mais tout ça est en ligne sur le site La mer en débat de la CNDP. Et donc, on a des sortes de principes d'aménagement de l'espace maritime qui sont sortis de ce débat. Alors, ces principes, évidemment, c'est un éventail du non, rien, nulle part, moi vivant. Bon, c'est peut-être l'image qui est ici en haut à gauche, c'est-à-dire si on doit mettre des parcs, c'est là où il ne se passe rien. Alors, y a-t-il un endroit dans la mer où il ne se passe rien? Nous savons tous ici que ce n'est pas vrai. Mais bon, malgré tout, c'est une réponse. Le parc éolien ne gêne personne. Et puis à l'autre bout, eh bien, il y a, à l'autre bout de l'éventail, il y a des tentatives un peu subtiles qui ne font pas l'unanimité, qui consiste à dire qu'au fond, on pourrait très bien, peut-être, pourquoi pas, utiliser des zones de protection pour y mettre des éoliennes, parce que du coup, on n'aurait plus de pêche dedans, etc. etc. Donc tout cet éventail est sorti de ces ateliers. C'est pour ça que je trouve que c'est quelque chose de relativement riche. Alors, je n'ai pas dit que c'était forcément ce qu'il fallait faire, mais du coup, maintenant, les services de l'État sont devant une constatation, c'est que les publics sont capables de réfléchir. Et ça, alors, là, c'est mon ancienneté dans le débat public sur la mer. Après la Normandie, après Oléron, ce troisième, en 5 ans, un certain nombre de choses ont vraiment changé de la part du public. Peut-être que dans celui-ci,
ce qui a fait changer aussi profondément, c'est qu'on s'est adressé à la jeune génération, celle dont Catherine Bersani parlait tout à l'heure. C'est la jeune génération en 2050. C'est vous là-bas, au fond, en 2050. Et nous aurons, enfin surtout moi, probablement disparu. Oui, en 2050, ça paraît clair. Bon, ça, c'est une idée qui me lamente, mais enfin, je vous en fais part comme ça. Voilà. Donc, tout ça pour dire que le changement générationnel fait partie des transitions. Et voilà, c'est peut-être le mot pour terminer sur ces exercices de cartes. Alors, vous aurez peut-être des questions sur cette cartographie produite par les publics. Et si ça vous passionne vraiment, donc je vous redis, la mer en débat sur le site de la CNDP où tout ça est expliqué avec les commentaires. Voilà. Alors merci beaucoup pour cette présentation. J'imagine qu'il y a plein de questions, de réflexions qui ont commencé à arriver dans vos esprits. Gardez-les bien. Je voulais me tourner peut-être pour poursuivre ce que vous disiez sur la version antérieure des grands débats que vous aviez évoqués, où les décisions étaient déjà prises et qu'ensuite le débat et la discussion sur cette discussion étaient encadrés par le grand débat. D'une certaine manière, on donnait un ring pour que le combat puisse avoir lieu, mais la décision était déjà prise. Donc je me tourne vers Élodie Calmel, parce que vous avez été impliquée dans le débat sous cette version-là. Alors peut-être déjà, est-ce que vous avez un regard sur ce qui vient d'être raconté, ce qui vient d'être dit, et peut-être par contraste et par expérience, est-ce que vous pouvez nous raconter, vous, du coup, comment vous l'avez vécu, quel débat, quel site et à quelle place? Alors effectivement, oui. Donc, je travaille pour Iberdrola. Donc Iberdrola, juste rapidement, c'est l'un des leaders mondiaux en termes d'énergie renouvelable. Donc on a 170 ans d'histoire. On est leader dans l'éolien posé avec une capacité installée qui est d'environ 42 gigawatts. On est présent dans 40 pays, 100 millions de clients. Et puis en France, c'est là qui est intéressant de voir ce chemin. En France, on est 200 salariés, alors que dans le monde, on est 40 000. On a une capacité installée de 700 mégawatts, dont le parc de Saint-Brieuc. Maintenant, on va faire un petit bond en arrière, effectivement, en 2012, puisqu'en 2012, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, le débat public, on décidait d'abord et on discutait après. Donc c'était le maître d'ouvrage qui avait à sa charge d'organiser le débat public. Donc 2012, il y a quelques jours, nous avons célébré l'inauguration du parc, 13 ans plus tard. L'industrie est une industrie longue, j'espère qu'elle sera un peu plus courte plus tard. Mais en attendant, qu'est-ce que cela nous dit en termes de communication? Une fois qu'on a fait le débat public, on se dit bah, c'est bon, tout est plié, tout le monde a discuté, allons-y, construisons. C'est aussi la démarche, enfin en tout cas l'idée qu'avaient les personnes en interne. Et donc moi je suis arrivée en 2018 autour de tout ça, donc quand on rentre en phase de construction, et là on constate quoi? On constate effectivement que le lien a été un petit peu rompu, puisque on a passé plusieurs années à développer, et puis au moment où arrive la construction, les générations ont changé, on a des acteurs locaux qui sont différents, on a des gouvernements qui sont différents, on a aussi des populations qui sont différentes, on a des acteurs de la pêche qui sont différents, qui étaient des jeunes et qui aujourd'hui pêchent actuellement dans le parc de Saint-Brieuc, et donc finalement que tout est un petit peu à recommencer. Alors on a été un petit peu poussé à réagir vite, puisque la construction s'est passée donc en 2020. 2020, le contexte politique est particulier pour les pêcheurs. Le contexte, donc on est dans un Covid, on est avec une réglementation qui est de plus en plus compliquée pour les pêcheurs, donc une crainte, et on est en phase de Brexit. Avec tout ça, on a les ingrédients d'une crise, tout simplement. Et à partir de là, eh bien, le débat public qui vise à cette démarche de transparence, eh bien, il faut commencer à travailler en termes de communication et donc de mettre tous nos outils de communication pour pouvoir répondre à ces besoins d'information. Et là, bon, on ne va pas réinventer ce qui a déjà été fait, mais la communication, c'est avant tout un site internet qui est à jour, donc il y a eu un travail de refonte. Il y a eu aussi un travail sur les réseaux sociaux. Il y a eu un travail avec les relations presse et l'événementiel. Les deux derniers sont extrêmement importants, puisque la presse, c'est un peu le baromètre de l'ambiance des territoires. Et donc, de ce fait, eh bien, il y a un travail intensif qui est à mettre en place avec la presse
et les journalistes en particulier. Et vous m'avez beaucoup parlé en préparant cet entretien du temps aussi, du timing, du tempo très différent entre le tempo du projet. Vous avez dit que ça a mis 13 ans à voir le jour, ce projet, donc vous êtes dans des temps extrêmement longs et vous deviez répondre par contre sous forme d'une communication de crise à un tempo qui était celui de l'actualité et qui là est une réponse qu'il faut fournir dans la journée quand le téléphone, parce que c'est le jour de l'actualité. Donc comment vous avez géré cette différence de tempo? Est-ce que vous, peut-être aussi dans le grand débat, vous avez été soumis comme ça à des appels qui venaient de la presse quotidienne, de l'information quotidienne? Est-ce que vous avez eu cette problématique aussi? Alors, on reprend tout depuis le début, c'est-à-dire qu'on essaye de communiquer de manière proactive. La communication de crise vous embarque beaucoup. Donc, il faut arriver à reprendre un petit peu le lead sur cette communication et on revient sur des fondamentaux, c'est-à-dire connaître nos journalistes, faire des points presse. Et donc notre stratégie a consisté principalement à les embarquer avec nous, c'est-à-dire leur montrer ce qu'on sait faire. Donc on revient sur ces principes de transparence, on les a emmenés voir les hommes et les femmes qui travaillent sur ces projets, on les a amenés à reprendre de la hauteur par rapport au sens de notre action sur le territoire. Et donc on a fait beaucoup de voyages presse, beaucoup d'explications, beaucoup de pédagogie, pour finalement apporter les informations qui se voulaient de plus en plus techniques, parce qu'il faut savoir que le territoire ne veut pas avoir une copie un peu grossière de l'éolien en mer. Ils veulent savoir exactement ce qu'on va faire. Parce qu'en fait, on parle de territoire, on parle de personnes qui sont attachées à leur environnement, qui sont attachés. Alors il y a tout aussi une culture assez poétique autour de la mer. La mer pour les Français, c'est quelque chose de magique. Donc on ne touche pas à la mer. Et donc de ce fait, on était obligés, contraints, mais même en même temps, on était très heureux de pouvoir répondre à ces questions, ces interrogations, pour les amener à avoir une information qui était, selon nous, la plus objective possible. Alors, Norbert Saint-Amand, est-ce que vous l'avez senti, cette montée en compétence d'un territoire, parce que c'est de ça dont vous parlez aussi, au fur et à mesure des publications dans la presse, de cette thématique qui revient, l'ensemble du territoire, des citoyens, ont commencé à être des citoyens un peu experts du sujet, à avoir vraiment des connaissances et un avis précis, éclairé, complexe. Est-ce que vous, sur votre territoire, vous sentez que vous avez des gens qui, au fur et à mesure, ont un avis de plus en plus précis, juste quand ils viennent vous interpeller sur des questions? Ça a du sens, quoi. Alors, écoutez, déjà, tout d'abord, je pense que je vais réagir en deux temps. Le premier temps, c'est justement par rapport aux propos que vous avez tenus. Alors, c'est pas pour mettre du poil à gratter, je vous rassure. Mais en l'occurrence, nous avons un parc éolien qui est celui du banc de Guérande, qui a mis 10 ans à sortir et qui, en réalité, a laissé une profonde cicatrice, non pas sur le paysage lui-même en tant que tel, parce que je pense que cette cicatrice peut être dépassée par le citoyen au quotidien et au fil du temps, mais a laissé une cicatrice dans le débat qui a été instauré et la manière dont les choses se sont faites. Et je continue, et là c'est là où je mettrai un tout petit peu de poil à gratter, je pense que la communication de crise, qui est une communication descendante, n'est plus suffisante. Et quand je vous dis ça, parce que l'information presse, nous avons, moi-même, pour tout vous dire, sur ma commune, pour essayer de mieux faire comprendre le sens du parc éolien du banc de Guérande, j'ai accompagné ERDF sur sa communication, et en l'état, la presse peut-être a véhiculé ces messages, mais quand on s'est retrouvé sur le terrain, je peux vous dire, je suis intervenu à plusieurs reprises, y compris accompagné de ma police municipale, parce que les stands étaient assaillis par des gens qui venaient agresser. Pourquoi les personnels de RDF? Tout simplement parce qu'ils avaient très mal vécu le temps de la concertation. Et quand je vous dis ça, alors je vais rebondir plutôt sur la chose positive, c'est qu'aujourd'hui, je pense que nous avons une conjonction des planètes. Alors voilà, nous étions dans l'astronomie hier au soir avec une excellente conférence, comme l'ont dit Yves et Brigitte tout à l'heure.
Et quand je vous dis une conjonction des planètes, je pense qu'on a aujourd'hui justement un changement avec une population qui est en attente d'une connaissance, des élus qui sont prêts à prendre leur bâton de maréchal pour accompagner l'ensemble des acteurs qui vont venir implanter ces parcs, qui sont prêts à prendre leur bâton de maréchal pour aller dans le sens, si vous voulez, d'une meilleure connaissance et d'une meilleure acculturation pour permettre justement non seulement au débat de s'ouvrir, au débat de se faire, mais aussi au débat de continuer à être un débat fructueux, un débat qui a un avenir. Et quand je dis ça parce que on voit bien que les choses sont lentes. Quand je prends le droit international, la Convention sur le droit de la mer, c'est 1982, c'est Montego Bay. Et en réalité, on a des discussions qui se sont faites sur la protection de la haute mer depuis 2002 au niveau international. Et on a vu émerger un traité international de la protection des hautes mers le 19 juin 2023. Regardez le temps qui est là. Et je rebondis et je reste un petit peu dans l'astronomie, c'est-à-dire qu'il nous faut, pour lancer des fusées dans le ciel et mieux voir la Terre, avoir une rampe de lancement. Et là, je partage totalement le propos de Yannick Moreau, notre président de l'ANEL. Je crois que la Commission nationale du débat public nous a offert une merveilleuse rampe de lancement. Alors, c'est pas pour vous jeter des fleurs parce que vous êtes là, mais pour tout vous dire, quand je vous dis ça en termes de rampe de lancement, c'est tout simplement parce que vous avez soulevé des points qui sont extrêmement importants. Vous avez fait émerger aujourd'hui une approche qui doit être une approche dont on doit s'inspirer très fortement. Vous avez soulevé deux enjeux. Alors, je passe les enjeux sur le contenu qui sont fondamentaux, c'est-à-dire la préoccupation sur le changement climatique, notamment le trait de côte, qui est une préoccupation majeure, la préoccupation sur la biodiversité, qui est aussi une préoccupation majeure, le fait de travailler autour de l'implantation des parcs éoliens. Mais là où vous avez soulevé deux enjeux majeurs, c'est le premier et le dernier. Le premier, c'est l'enjeu de l'information et de la connaissance. Je crois que quand je vous disais il y a une conjonction des planètes, que ce soit les élus et Yannick Moreau, je le répète, on est vraiment un porteur majeur. Je crois qu'au sein du comité directeur, nous sommes un ensemble d'élus qui vont de la Corse à la Guadeloupe, à tous les territoires littoraux. Et aujourd'hui, nous sommes prêts et nous sommes suffisamment aguerris pour nous dire allons ensemble vers une meilleure information de notre public, accompagnons-le, développons la connaissance scientifique. Je l'ai dit hier, je le répète, les scientifiques ont une place majeure à occuper dans ce débat public pour nous accompagner auprès de la population, faire cette acculturation qui est extrêmement nécessaire, et on a un public et une population qui est prête à jouer le jeu. Elle est prête à jouer le jeu, elle l'a montré au cours du débat que vous avez mené. Je crois que les élus vous ont montré qu'ils sont prêts à jouer le jeu au cours de ce débat. Ils ont mouillé la chemise et ils ont été sur le terrain pour dire à la population « faisons-le ensemble ». Et vous avez bouclé sur un cinquième enjeu, qui est un enjeu aussi tout aussi fondamental, qui va être, et c'est tout l'enjeu, je dois dire, de ces documents stratégiques de façade demain, la manière dont il faut être fait, c'est l'enjeu de la gouvernance. Et je crois fondamentalement que la rampe de lancement que vous nous avez offerte, si nous voulons qu'elle soit fructueuse, elle doit perdurer dans le temps. Alors soit il va y avoir l'année de la mer en 2025, elle met du temps à être lancée, mais pour cause, puisque nous allons des aléas, non pas climatiques cette fois-ci, mais gouvernementaux. Mais je pense que cette année 2025, si elle doit faire émerger, comme le souhaitait le président, une COP à l'équivalent de la COP 2015, mais autour de la mer, je crois que si nous voulons vraiment donner du sens, donner du potentiel à tout ce que vous avez fait, il y a une période de post-débat national public sur la mer qui est à faire perdurer sur l'ensemble de nos territoires. Et ça, je trouve ça absolument fondamental. Et là, le modèle est à mettre en place. Il faut compter sur les élus locaux.
et j'insiste, un des éléments fondamentaux de ce modèle qui est à réinventer, c'est aujourd'hui de prendre en compte l'approche globale et l'approche locale. Et quand je vous dis ça, quand vous avez parlé d'information, pour ma part, vous avez parlé d'information descendante, il faut appeler les élus locaux. Les élus locaux connaissent leur population, ils vivent avec. Et je parle notamment des élus communaux et des élus intercommunaux. Ce sont des gens de terrain, ce sont des gens qui vivent dans la proximité. Et aujourd'hui, ils ne demandent qu'une chose, c'est justement d'accompagner cette voie du progrès, parce que je pense que tout est fait, tout est prêt pour que nous y allions. Et ce que je souhaite, c'est qu'on n'attende pas 20 ans pour faire émerger ce nouveau modèle. Et c'est en cela que je remercie les Océans de l'Atlantique, parce qu'en menant ce type de débat, en ouvrant ces journées telles que vous le faites, vous participez à la réinvention de ce modèle. Et tous ceux qui ont y travaillé hier l'ont fait avec les générations actuelles, avec les anciennes générations. Tous ensemble, je pense qu'on est en capacité de réinventer ce modèle dans une vision que j'éprouve pour ma part, et c'est un besoin que je considère qui doit être fondamentalement écosystémique et transversal. Mais nous avons tout pour le faire, et je crois que vraiment, vous nous avez offert une excellente base de lancement. Et en cela, je vous remercie. Alors, merci beaucoup pour votre intervention. Peut-être un petit mot de Élodie Gallien, parce que vous aviez un peu de poil à gratter qui... Oui, mais peut-être qu'on va pouvoir exactement faire circuler la parole aussi pour que tous les intervenants et qu'on ait le temps de boire un café. Mon point était principalement à l'intention du grand public. La concertation, qui est une démarche qui a été menée par Elmarine, donc le porteur de projet pour le parc de Saint-Brieuc. Aujourd'hui, c'est plus de 1500 réunions formelles et informelles qui ont été menées pendant les 12 années de développement. Donc le contact avec les élus locaux, les parties prenantes, a été permanent. Donc ça, je tiens à vraiment éclaircir mon point, puisque moi, je parlais essentiellement du point vers le grand public, qui lui aussi avait un besoin d'information. Et donc, effectivement, les élus locaux ont été d'un soutien et d'un appui important et permanent. Voilà. Alors il y a bien sûr les informations qui sont réellement données, et puis il y a la culture scientifique d'un territoire. Alors on sent aussi une envie, peut-être Francis Bossier, vous vouliez réagir à ça. La culture scientifique d'un territoire, c'est quelque chose qui vit un peu tout le temps. On sent que les sites culturels, voilà, quand ils existent, quand il y a des acteurs, ça permet d'avoir un terrain qui fait que ça simplifie beaucoup le... Oui, ce qui me faisait réagir, c'est la différence entre l'information et la connaissance. Je pense que c'est une question... Alors, c'est pas contradictoire, mais l'information, ça règle pas le problème de la connaissance. Donc, en fait, dans le débat public, finalement, les gens qui viennent de bonne volonté, ils disent de quelle connaissance ai-je besoin pour apporter une réponse fondée à la question que vous me posez, mais aussi à la question que je me pose, qui n'est pas forcément la même que la question que vous me posez. Et c'est là que Florent a inventé le concept de connaissances utiles. Alors, toutes les connaissances sont utiles, mais certaines sont décisives. Et alors, comment on fait le tri ? Une partie du travail de la commission du débat public, c'est de faire venir de la connaissance dans le débat. Et alors, c'est là que les choses sont intéressantes dans le débat, parce que la connaissance ne vient pas que des scientifiques. Nous avons l'habitude d'utiliser un peu des jargons et en disant oui, il y a aussi la connaissance des acteurs locaux, la connaissance des gens, les connaissances pratiques, et qui sont mises en regard, effectivement, de la connaissance dite scientifique. Bon, tout ça, ça apparaît dans le débat et ça fait parfois conflit. Lorsque le professeur Dauphin, qui est là, Jean-Claude Dauphin, dit en Normandie, c'est un souvenir que j'ai conservé, il dit, voilà comment ça se passe dans la mer. Il y a 3 pêcheurs au 6e rang qui disent, tout ça c'est des conneries, les poissons ils se barrent. Je cite, parce que ça m'a tellement marqué que je m'en suis rappelé. Donc là, on a l'espèce de conflit entre ce qu'on appelle la connaissance d'usage et puis la connaissance scientifique. Tout ça, ça vient dans le débat. Et c'est pour ça que ça fait monter progressivement le niveau de conscience. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, dans les 4 ou 5 années que j'ai passées à ne faire que ça, à regarder la mer avec des bâtonnets dedans ou pas de bâtonnets dedans, en fait, on voit progresser cette conscience. En 4-5 ans, il y a eu un basculement.
ce que vous disiez tout à l'heure, et nous l'avons, bon, vous le constatez alors évidemment directement auprès de vos administrés, mais nous, on l'a vécu aussi dans le débat public. Donc on est dans une période, ça aussi c'est une période de transformation, de transition. C'est une période de transition, tout à l'heure je disais générationnelle, elle n'est pas seulement générationnelle. Nous sommes en train de transformer nos systèmes de valeurs.